Je vais vous présenter une mission qui a été partiellement fondée par le LabEx BCDIV, d'une échelle moindre que ce que nous venons de voir par Philippe Bouchet, un peu plus familial, on va dire. Madagascar est un des lieux d'études privilégiés par l'institution. Et dans ce lieu d'études, il y a des endroits où tout le monde rêve d'aller, mais où on ne peut pas aller à cause de problèmes de moyens ou de logistique. Nous avons donc essayé, avec un groupe de plusieurs personnes et de la Société des explorateurs français, d'accéder en nombre au site de Namourouk. Alors Namourouk, qu'est-ce que c'est? Je vais vous présenter un peu l'île de Madagascar, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une très grande île. C'est presque une île-continent, même si elle n'a pas la taille de l'Australie. Elle s'est séparée du Gondwana il y a plusieurs millions d'années. Elle s'est séparée de l'Inde il y a 88 millions d'années, par exemple. Elle est relativement peu peuplée par rapport à la surface. La plupart des habitants sont concentrés dans sa capitale et dans les grandes villes de l'île. Une des particularités de l'île, et qui fait sans doute sa grande originalité en tant que hotspot de biodiversité, c'est le fait qu'il y a un très grand nombre de bioclimats présents sur une surface relativement restreinte. On rejoint un peu ce que disait Philippe tout à l'heure pour la biodiversité marine. C'est sans doute ce contraste fort de bioclimat qui peut générer la biodiversité qu'on observe. Elle est caractérisée par ces forêts humides qu'on connaît mieux que le reste de l'île finalement. C'est là aussi où le gros de la biodiversité se trouve, même si elle est très dégradée. Les hauts plateaux qui sont extrêmement dégradés, qui étaient autrefois couverts de forêts. La forêt de l'Ouest qui est une forêt de plantes succulentes, donc c'est des choses très inhabituelles pour nous, ce sont des arbres qui stockent l'eau, donc j'en parlerai tout à l'heure. Et le bush très très sec et très aride et très chaud du sud de l'île où on a des plantes qui luttent pour leur survie. Il y a énormément de lignées différentes présentes à Madagascar. On a près de 11 000 espèces de plantes. On ne sait pas en fait combien on a de plantes à Madagascar. C'est l'estimation la plus récente. Il y a un très fort endémisme des plantes, à peu près 85%, tout comme les vertébrés. Alors ça dépend des lignées. Il y a certaines lignées qui sont strictement endémiques de Madagascar, où on trouve énormément d'espèces qui ne vivent que là. Madagascar a été donc une colonie française à une certaine époque, et après la Première Guerre mondiale, le constat de la disparition rapide de la flore naturelle a conduit les autorités à produire des zones qui seraient protégées. Alors le souci était plus esthétique que pour la biodiversité, puisque les 10 réserves qui ont été créées à cette époque étaient choisies pour représenter des montagnes très spécifiques, des forêts humides, des tsing, comme on va voir. Aujourd'hui, on a 19 parcs nationaux et plusieurs statuts différents. Alors, le tsing, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, en malgache, il signifierait aiguille, en tout cas quelque chose comme ça. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une étymologie qui fasse autorité, autre que la folk etymology. C'est un massif karstique, comme on en rencontre ailleurs dans le monde, mais qui a pris une morphologie très particulière, comme ce qu'on peut rencontrer à Shelin, près de Kunming, en Chine, qui est la même chose, mais dans un climat tempéré, ou en Malaisie, par exemple. Il y a 3 tsing à Madagascar, ce qui est une particularité, qui sont indépendants les uns des autres, comme on les voit sur cette carte. Le plus grand, c'est le tsing du Memara, c'est un des plus connus, il fait 85 000 hectares. Ce sont des formations côtières. Voici un exemple de à quoi ressemble le terrain. Donc il n'y a pas énormément de vie forcément sur les cailloux, et la progression est très 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 difficile. Le plus petit tsing, c'est le mieux connu, le tsing de Lankarn, qui est au nord de Madagascar, c'est aussi le plus touristique. Il est extrêmement riche en biodiversité, et en fait, on avait un trou dans notre connaissance, une sorte de zone complètement inconnue. C'est le tsing de Namourouk qui est là. Plusieurs personnes, voici le tsing de Lankarn. Donc ça montre c'est un paysage très accidenté avec de la végétation quand même entre les canyons. Et le tsing de Namourouk, donc il est un peu plus grand que celui de Lankarn. C'est un parc national depuis très peu de temps. Ça a été une réserve du muséum dans les années 30. Et sa morphologie est
similaire aux deux Tsing, mais comme je vais vous le montrer, certaines parties comblaient nos attentes et d'autres, on était un peu déçus par la géomorphologie de ce site. Les premières récoltes botaniques, donc je vais passer rapidement là-dessus, ont été essentiellement celles de Perrier et de Carie, qui font le gros des collections qu'on a à l'herbier ici pour l'instant, sur la zone. Et on a décrit 218 espèces contre 650 pour le Bémara. C'est une relation qu'on pourrait attendre, puisque le Bémara est 3 ou 4 fois plus grand que le Tsing de Lankarn. On a un peu le type de corrélation entre la surface des îles et la biodiversité calrancienne, mais sur un continent. Alors, la zone est très difficile à explorer. Un de mes collègues qui est ici aujourd'hui s'est rendu en 2003, je crois, avec des collègues de Kew. Ils ont dû marcher 3 jours pour atteindre le site. C'était le seul moyen d'y aller. Donc notre but était de dresser un inventaire de la faune et de la flore, autant qu'on pouvait avec nos moyens. Et, une cartographie du massif. Il n'y a pas de carte récente autre que celle qui a été créée dans les années 30. Étudier un peu les relations des villages alentours et de la réserve qu'ils entourent. Et le but, à long terme, la question scientifique qui nous intéresse, essayer d'étudier la diversification dans les milieux karstiques en comparant le Bémara, Lankarn, donc les 3 Tsing malgaches, mais aussi d'autres zones karstiques du monde tropical et tempéré. Alors on était une équipe multidiscipline. Vous en reconnaîtrez certains. Alors l'accès au Tsing, donc je vais vous présenter aujourd'hui plutôt une sorte de compte-rendu de mission, d'accès de mission. Donc la partie la plus facile, c'est d'atteindre la côte de Tananarive. Ça nous permet de traverser les hauts plateaux malgaches à l'automne, enfin au début du printemps, donc avant la saison des pluies, puisque après c'est inaccessible. Donc les hauts plateaux de Madagascar sont des zones assez sèches en hiver, et c'est également la saison des feux, donc vous voyez les forêts qui restent sur les hauts plateaux. Quasiment tous les hauts plateaux étaient brûlés de cette façon, et c'est ce qui arrive à peu près tous les ans. Une fois arrivé sur la côte, on a eu la chance de bénéficier d'un sponsoring de la Colas, qui est une société très active à Madagascar, qui nous a permis de passer tous nos 4x4 d'une seule fois sur la Grande Rivière. Et à partir de là, ça dégringole au niveau facilité d'accès. Donc la route entre Katsep et Sualal, donc qui est la seule ville le plus près du Tsing de Namorouk qui est là, c'est fait donc en voiture, on met à peu près 36 heures. Et le problème, c'est pour accéder au Tsing de Namorouk, qui est ici. Alors il y a une ville, Andalmav, et le petit village de Namorouk qui est là, qui sont les points de chute habituels des touristes. Alors il y en a 2 ou 3 par an à peu près qui vont à Namorouk, et des scientifiques qui viennent généralement en solo parce que c'est trop compliqué d'y aller. Toutes les règles de sécurité sont remplies, bien sûr. Et là, c'est la dernière bonne route qu'on avait. Après, les trous dans la route permettaient de loger tous les 4x4 sans problème. On a bénéficié de l'aide logistique d'une société locale basée à Tananarive qui a permis justement de nous fournir toute la logistique alimentaire, de l'eau, construire le camp, trouver le site, faire des repérages pour justement nous consacrer uniquement à la récolte et pas passer une semaine à mettre en place les tentes. Donc on bénéficiait de sanitaires, d'un laboratoire. Alors il est moins flambant que le laboratoire de Madang. Hein. On a même une salle de réunion dans les Tsing. Alors toute la zone, on était près d'une grotte, donc on bénéficiait d'une climatisation naturelle de la grotte, mais à partir de 11 h, la température dépassait 40 degrés et c'était difficile de sortir de toute façon. Et toute cette zone est sous l'eau en période humide. Donc la logistique est facile en période sèche, mais le problème c'est que nous on a besoin de spécimens qui fleurissent, qui ont des feuilles, qui ont des fleurs, des fruits, pour pouvoir les identifier. Et on avait peur qu'à la saison sèche, donc à cette période-là, on n'ait pas grand-chose. Vous voyez le détail de la zone qu'on a explorée. Finalement, on n'a pu explorer que cette partie-là du Tsing. On n'a pas pu avoir accès au centre, j'en reparlerai tout à l'heure, qui est vraiment une partie très très difficile d'accès, qui nécessite des moyens logistiques conséquents. Donc les 4x4 qui ont pu nous accompagner nous ont permis justement d'accéder à toutes les zones du parc assez facilement. Les enfants des villageois n'avaient jamais vu de voiture, par exemple. Donc ça montre la fréquentation du parc.
La plupart des plantes poussent, qui m'intéressent en tout cas, poussent tout en haut des rochers, donc ça pose des problèmes d'accès. La plupart des plantes également sont des arbres, et les parties qui nous intéressent, c'est généralement celles qu'on trouve tout en haut. Mais on a quand même réussi à trouver beaucoup de choses très intéressantes. En botanique, on est obligé de traiter les échantillons immédiatement, on ne peut pas les mettre dans un sac et les traiter après si on veut pouvoir les étudier après. Donc on avait installé un laboratoire qui nous permettait de sécher et de préparer les échantillons dès que la température extérieure devenait trop conséquente. Donc là, vous voyez les botanistes en train de préparer les doubles. Et donc tous ces échantillons ont été intégrés. Alors, les récoltes de 2012 ne se sont pas transformées en spécimens du début du siècle, hein, je vous rassure. C'est un des seuls échantillons de la région de Namur qu'on a dans l'herbier. On était accompagné d'entomologistes qui, eux, travaillaient jour et nuit. Donc ils récoltent le jour, ils récoltent la nuit, et ils trient entre-temps, qui utilisaient les équipements présentés par Philippe tout à l'heure, donc les pièges lumineux qui permettent d'attirer toute la faune volante. Et également, un groupe de chercheurs donc de notre UMR s'intéressait à des bestioles parasites aveugles qui vivent sur des racines qui émergent dans les grottes, totalement au noir. Donc c'est des choses totalement peu étudiées. Il y a une espèce locale que personne n'avait jamais vue vivant. Et un des challenges de l'équipe était d'étudier la reproduction de ces bestioles sur leurs racines dans la grotte. Donc ils ont passé un temps considérable dans le noir absolu à essayer d'écouter les bruits et les chants d'amour de ces bêtes, assis sur un crocodile en hibernation. Et ça s'est rendu compte plus tard. Parce que toute la zone est inondée, mais en hiver, les crocodiles se réfugient dans les grottes et dans le seul point d'eau qu'on va montrer. On a aussi opté pour l'option de trier tous les échantillons tous les jours pour ne pas être submergé par le nombre de choses à faire au retour du laboratoire. Donc le tri était minutieux pour les microlépidoptères, encore plus minutieux pour les petits insectes microscopiques qu'il faut soigneusement aligner. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'on avait été surpris par la géologie, parfois un peu déçus. Le parc on a revu, le géographe qui est venu avec nous a permis de revoir les limites du parc et de dresser une carte actuelle du parc en utilisant les bornes mises en place en 1930. Donc il a repris patiemment toutes les cartes et il nous a dressé ce qui va être la carte la plus complète du massif actuellement. Alors toute la zone est accessible à pied, là on le voit, mais là, les traits que vous voyez là, c'est le niveau de l'eau en saison humide. Nous, la saison humide, on aimerait bien pouvoir y aller. Vous voyez, toute cette zone est inondée en permanence, et on a été en fait surpris de voir qu'il n'y avait rien qui poussait par terre, du tout, contrairement à ce qu'on pourrait trouver dans les autres signes comme l'Ancarne ou le Bémara, où entre les rochers, on a des canyons et des forêts de canyons qui ont eux aussi une biodiversité spécifique. Ici, les plantes se réfugient sur les cailloux, en fait. Toutes les plantes sont des plantes adaptées à la sécheresse, à l'extrême aridité, et elles ne supportent pas du tout l'humidité. Et en période humide, ça fait pourrir tous les jeunes semis qui tentent de s'établir dans la zone terrestre. Alors la progression n'est pas simple. On a tenté de passer par les parties hautes, mais les canyons et les falaises sont tellement larges qu'on ne peut pas sauter entre rochers, évidemment, sans se tuer. Donc la seule solution, c'est d'y accéder au pied des massifs à pied et d'essayer d'escalader sur ces plaques instables de granit. Donc vous voyez qu'en saison humide, le niveau de l'eau est là, tous les massifs, donc là c'est un massif très bas, toutes ces zones sont accessibles, mais uniquement en bateau et en faisant attention aux crocodiles, puisqu'il y en a énormément. Le seul point d'eau qu'on a trouvé dans la zone ouest, où tous les crocodiles nous attendaient. Là, un autre phénomène très curieux, si quelqu'un peut l'expliquer, c'est pas un problème de l'écran ni de vision. Vous voyez sur la végétation, sur les feuilles, des zones cycliques qui sont dues au séchage de l'eau, en fait. À la fin de la saison des pluies, l'ensemble de l'eau disparaît, sèche,
et ça forme des stries sur toute la végétation, tous les cailloux, même les escargots qui sont sur les côtés. Le réseau de grottes est assez considérable, c'est un terrain de jeu très prisé des spéléos. Et vous voyez, dans les parties basses, il n'y a absolument aucune forme de vie végétale en saison sèche. J'imagine qu'en saison des pluies, la flore aquatique prend le dessus, c'est sans doute des bulbes ou des graines qui passent la saison défavorable sous terre. Vous voyez, toutes les plantes se réfugient sur les cailloux, en fait. Donc heureusement, certains massifs étaient bas. Toutes les plantes qui nous intéressent sont ces choses qui sont toutes adaptées à ce milieu extrêmement particulier. Une des motivations de cette étude, pourquoi s'intéresser au tsing de Namuruk, c'est aussi le fait que c'est entouré de concessions minières et que c'est un site très prisé pour produire du ciment, par exemple. Mais les autres, la zone est très riche géologiquement et il y a énormément de concessions qui sont accordées en cours d'étude. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien sur la carte, toutes les zones là sont en fait déjà attribuées. Alors en saison sèche, on ne pensait pas trouver énormément de choses, mais des choses quand même. Et on a trouvé 500 espèces qui étaient en fleurs, 500 échantillons qui étaient en fleurs à ce moment-là, notamment ce Délonyx que personne n'avait jamais vu en fleurs, à part un échantillon sec récolté par Perrier dans les années 30 qui avait perdu tous ses pétales. C'est la première fois qu'on a eu du mal à le reconnaître, on ne savait pas ce que c'était et on a eu la bonne surprise de l'observer pour la première fois. Il y a beaucoup de plantes qui sont des monocotylédones qui sont adaptées à la sécheresse. Ici, vous avez un pandanus qui sont habituellement des plantes de forêt humide, mais qu'on trouve également on trouve adaptées à ces milieux-là. Alors c'est sans doute une espèce nouvelle aussi qui n'a pas été décrite. Là, un autre type plus typique de pandanus qui pousse près d'unique point d'eau. Donc comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses en fleurs. Beaucoup de plantes qui sont adaptées aux conditions très difficiles. Donc l'absence totale d'eau, de terre. Et une flore aquatique qui, à mon avis, méritera d'être explorée. C'est pour ça que j'aimerais bien y retourner en saison humide pour faire un inventaire des plantes aquatiques, ce qui est une chose que habituellement personne ne fait à cause des crocodiles ou des autres problèmes inhérents. Il y a beaucoup de plantes aussi, comme ce fameux piège. Ceux qui sont allés à Madagascar et qui ont déjà marché dedans en tongs connaissent le piège. En fait, on trouve souvent des rats morts ou des petits rongeurs piégés dans ces fruits. Voilà, un parent de l'asperge qui fait des fleurs beaucoup plus jolies. Donc la diversité était au rendez-vous, mais uniquement sur les cailloux, sur les dalles, et on s'attendait vraiment à trouver une diversité distincte sur les dalles et sur la zone terrestre, proprement dit, mais il y avait très peu de choses sur la zone terrestre. Il y a très peu d'épiphytes aussi, comme cette petite orchidée qui n'a pas de feuilles, qui n'a que des racines. Alors mon sujet de prédilection, c'est les euphorbes, donc j'étais très content de voir pour la première fois cette espèce qui ne pousse que sur les cailloux de Namuruk. On en avait un échantillon tout sec. Par contre, j'ai été également déçu de la diversité. On a trouvé 4 espèces seulement d'euphorbes, alors qu'il y en a une vingtaine dans le tsing de Lancarde. On n'explique pas trop la différence. Sur les 4 espèces, les deux sont nouvelles. C'est déjà une bonne chose. C'est pareil, c'est pas le paradis des fougères non plus, c'est une zone très sèche. Donc là, vous avez un platycerium qui passe la saison défavorable sous la forme d'un truc sec et qui reverdit quand la saison devient favorable. Il y avait une zone humide aussi près du nord du Tsing qui a été très difficile d'accès, donc nous n'avons pas pu y aller comme nous aurions voulu, qui est humide en permanence toute l'année. Mais c'est pareil, la diversité n'est pas exceptionnelle pour les zones humides. C'est vraiment les zones sèches sur cailloux qui sont les plus intéressantes. La collecte des fougères était très difficile puisqu'il fallait réhydrater toutes les fougères qui sont toutes adaptées à la déshydratation, donc qui se roulaient en boule. Voilà une autre. Il fallait avoir l'œil pour les repérer. Alors comme je vous le disais, toutes les plantes, même les baobabs, se réfugient sur les cailloux pour passer l'hiver. Il n'y a aucun baobab qui ne pousse en dehors de ces zones de cailloux. Voilà une fleur de baobab malgache, très typique, pollinisée par les chauves-souris. Et ça, c'est une nouvelle espèce de vanille qui a été décrite récemment, qui est dédiée à Jean Bosser, qui est un des botanistes qui avait exploré le plus
le Namuruk et le Tsing du Bemara. Toutes les plantes sont adaptées à vivre comme elles peuvent, donc elles stockent l'eau. Vous voyez, il n'y a pas de terre du tout, elles vivent entre les cailloux, et quelle que soit la lignée ou la famille à laquelle appartiennent ces plantes, elles ont toutes développé le même type d'adaptation, une sorte de bouteille à eau. Et la famille des passiflores, des fruits de la passion, c'est la famille du raisin. Il y a une énorme convergence morphologique dans ce type de milieu. Beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'arbres, mais ils ne poussent pas dans les canyons, ils poussent sur les bords, sur les falaises. Il y avait énormément de bêtes aussi, beaucoup d'arthropodes, beaucoup de papillons, beaucoup de cochenilles. On étudie assez peu les cochenilles en général à Madagascar, mais justement on a pu bénéficier d'une scientifique malgache qui travaillait là-dessus justement, et elle a trouvé des choses assez extraordinaires. Il y a beaucoup de parasites de plantes qui étaient actifs en cette saison, qui pourtant n'était pas une période très favorable. Vous avez même une punaise cavernicole, donc une bestiole aveugle qui vit uniquement dans les grottes de Lancarne. Là vous avez quelques larves de bestioles. Il y avait énormément de reptiles également. Un collègue du muséum a pu faire beaucoup de récoltes très intéressantes. Énormément de caméléons, d'espèces différentes de caméléons. C'est assez surprenant d'avoir une telle diversité en caméléons dans une aussi petite zone, en fait. Beaucoup de serpents et de reptiles. Voilà le collègue herpétologue. Il y avait également énormément d'oiseaux, comme ces choses très particulières. Je ne suis pas du tout spécialiste des oiseaux, mais ces oiseaux-là, quand ils nous ont vu arriver, sont tombés sur le sol, sur le dos. On s'est dit, oh là là, on va faire avoir une crise cardiaque. Et en fait, à 3 mètres, ils tombent, à 2 mètres, ils s'envolent, et on ne peut pas les prendre en photo. Beaucoup de bestioles aussi. Alors celui-là ouvre un bec énorme, malgré le... Il essaie de nous faire peur très facilement. Il y a beaucoup de... En fait, la saison des pluies n'est pas encore arrivée. Il n'y a aucun signe de saison des pluies, mais toutes les plantes sont déjà en train de fleurir pour préparer la saison qui sera très, très courte, en fait. Et donc, tous les animaux étaient également sortis pour bénéficier justement de la richesse en nectar de ces choses. Donc, il y a énormément d'oiseaux, des chauves-souris, comme on pourrait s'y attendre. Et il y a aussi beaucoup d'espèces de lémuriens qui sont réduits, qui sont présents dans cette zone assez restreinte. Alors, au niveau valorisation, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est difficile de valoriser un inventaire 2 ans après, surtout qu'on aimerait bien y retourner en saison humide pour voir la flore dans sa plus grande, dans sa grande expression. Vous voyez ici une photo pendant la saison humide, donc toutes les parties noires, c'est de l'eau, en fait, pleine de crocodiles. Donc, c'est accessible uniquement en bateau, et donc la logistique pour y accéder serait encore plus compliquée. Donc là, on va tenter une mission en saison humide, mais la logistique va être très très compliquée. Pour l'instant, on va valoriser la mission en produisant un ouvrage grand public pour mieux faire connaître le Tsing, et surtout dans le cadre de la volonté d'ouvrir le site à l'écotourisme pour essayer de contrer l'emprise des mines sur la zone. Donc voici le site du camp qui est maintenant sous l'eau. Toute la zone noire, c'était la salle de réunion. Et voici une vue aérienne du Tsing. Donc on n'a pas pu pénétrer dans cette zone-là, qui est vraiment la plus difficile d'accès. Et donc le but de la prochaine mission, ce sera en zone humide et dans cette zone. Donc voilà, je remercie le LabEx, bien sûr, qui a financé une partie de la mission, et tous les autres financeurs privés et fondations qui nous ont aidés à boucler le budget. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va écouter Bruno Simen, puis on fera une discussion commune. Donc bonjour. Donc notre projet a porté sur la conservation et la gestion des fragments de forêt sèche de l'ouest de Madagascar, ce qui est évidemment un vaste thème qu'on a abordé dans le cadre des missions limitées du LabEx à travers des inventaires biologiques et des enquêtes ethnologiques dans une aire protégée du nord-ouest de Madagascar. Donc comme le titre l'indique, c'est des inventaires qui ont été menés dans une station forestière à usage multiple, ce qui implique la présence de populations humaines,
dont on a étudié également, évidemment, les savoirs, les usages et la perception de la nature. Donc, c'est un projet qui était interdisciplinaire, qui a réuni des ethno-écologues, des spécialistes des formations végétales tropicales, donc de Madagascar, des spécialistes de la biologie des primates, et tout ça associé dans un partenariat entre le Muséum d'histoire naturelle, le CNRS, et les universités malgaches de Majunga et de Tananarive, et qui nous ont aussi permis de co-encadrer 3 étudiants malgaches, dont un en thèse dans chacune des disciplines, donc ethnoécologie, botanique et zoologie. Alors la station elle-même, donc dans le nord-ouest, est une station littorale qui comporte en fait une mosaïque de formation végétale. Donc en jaune, vous avez les savanes herbeuses à Bismarckia, donc le Bismarckia étant le palmier abondant des savanes, ici. Des zones plus humides en violet qui sont essentiellement des mangroves et des zones de raffial le long des cours d'eau. Et en vert clair, des zones de forêts décidues sèches et de forêts secs dans lesquelles on trouve des communautés de primates sur lesquelles on a fondé nos inventaires faunistiques. Du point de vue des populations humaines, donc on a à peu près 9 villages répartis sur ces 12 000 hectares, qui sont essentiellement des populations de l'ethnie Sakalav, mais qui comptent aussi des migrants, donc d'autres ethnies. Tout ça pour une population qui est estimée à peu près à 1000 personnes en croissance, et qui pratique essentiellement la pêche, mais aussi l'agriculture et l'élevage. Donc l'origine de la station remonte à donc 1998, lorsque un projet pilote bioculturel a été initié en partenariat avec le muséum, et dont la vocation était le développement socio-économique des populations locales et la conservation biologique. Bien sûr, ça s'est fait en partenariat avec les autorités locales qui en étaient demandeuses, et les bénéfices qui en étaient attendus, donc c'était la création d'infrastructures, mais aussi la préservation du patrimoine culturel et biologique. Parce qu'il faut savoir que donc, le site d'Entrema présente des particularités bioculturelles, et en particulier le fait que les populations Sakalav donc, ont un respect par tradition de l'environnement, qui en fait est fondé sur un mythe des origines, qui implique une espèce de lémurien considéré comme sacré localement, ce qui a évidemment des répercussions sur la préservation des habitats et de la biodiversité. Donc cette station, ou plutôt cette aire protégée, a bénéficié d'un statut de station forestière à usage multiple en l'an 2000, et actuellement, donc, elle est en cours d'intégration dans le réseau des aires protégées, des nouvelles aires protégées de Madagascar. Donc de fait, cette station est subdivisée en zones d'éco-développement qui sont essentiellement des savanes, mais aussi en zones de conservation biologique qui sont surtout donc les écosystèmes forestiers. Et c'est dans ces forêts sèches et les mangroves qu'on trouve cette espèce de lémurien sacré emblématique, donc le Propithèque couronné, qui a justement qui a été à l'origine en quelque sorte du choix aussi de la station, puisque la présence de cette espèce justifiait l'implantation du muséum. Espèce qui a été considérée à l'époque, qui l'est encore, donc comme endangered par l'UICN en raison de sa répartition qui était très limitée à l'époque, mais dont on sait maintenant en fait qu'elle est beaucoup plus vaste, mais quand même assez morcelée. Alors, comme partout ailleurs, donc les relations de l'homme à la nature se transforment, et bien sûr les paysages se transforment sous l'action anthropique, mais aussi en fait dans ce coin-là sous l'action de perturbations naturelles majeures comme les cyclones qui surviennent parfois dans le nord de Madagascar. Les conséquences de ces transformations sur les habitats, c'est notamment en savane le fait que les éleveurs pratiquent moins de mise à feu des savanes, ce qui a des répercussions sur les écosystèmes, et en particulier sur les cotones forêts-savanes.
des répercussions qui peuvent éventuellement être positives, comme dans le cas ici des recrues forestiers, qui permettent justement un repeuplement des habitats forestiers par des faunes qui sont normalement inféodées à la forêt. Alors donc le projet LabEx qu'on a mené s'est appuyé sur une connaissance des rapports et des travaux qui avaient été effectués depuis 2000 essentiellement donc par le département de biologie animale et le département d'écologie et biologie végétale de l'université de Tana, et qui consistait surtout en inventaire faunistique et floristique, puis des études menées par l'équipe d'éco-anthropologie en 2007 en éco-ethnologie, et plus récemment des études approfondies sur les interactions primates-flore qui ont abouti à une thèse du muséum donc soutenue en 2012, et également des DEA soutenus à Madagascar. Donc les recherches qu'on a menées dans le projet du LabEx s'inscrivent en fait dans le cadre d'une question plus large qui est de savoir en quoi une bonne gestion de la biodiversité à Entremes peut s'appuyer sur la perception et les représentations de la nature par les populations locales, sachant que d'un côté les villages Sakalav se trouvent sous l'autorité d'un prince local qui fait respecter des règles coutumières et en particulier les règles de protection du propithèque dont il tire ses pouvoirs de guérisseur. Mais en même temps, ces règles coutumières sont confrontées à des pressions économiques et sociales croissantes dont on doit évidemment analyser les répercussions sur les représentations et les savoirs des populations locales. Alors, je vais aller trop vite. Donc le travail a consisté, pour ce qui concerne les inventaires de biodiversité, en fait, en caractérisation de fragments forestiers qui étaient plus ou moins anthropisés, et en une analyse de la variation et de la composition des communautés de primates dans ces fragments. Donc nous étions focalisés sur les primates en raison du caractère patrimonial de ces espèces, comme j'ai dit tout à l'heure, de leur rôle d'espèces parapluie, et aussi du fait que dans le cadre de la valorisation de la biodiversité auprès des villageois, il y a des projets d'écotourisme qui sont prévus. Donc les outils sont des outils assez classiques d'analyse des écosystèmes, avec une analyse de la richesse floristique, de la structure forestière et des analyses en fait de dynamique de fonctionnement de la forêt à travers des mesures d'accroissement diamétrique des arbres sur des parcelles permanentes depuis plus de 10 ans. Et concernant les communautés de lémurs, donc ce sont des analyses de densité de population. Pour ce qui concerne les approches éco-ethnologiques, donc le but était d'inventorier les savoirs naturalistes et la perception locale de l'écosystème avec les outils classiques de l'ethnologie, c'est-à-dire les entretiens semi-directifs et les observations participantes, auxquels on a rajouté, ou plutôt qu'on a complété par un nouvel outil qui était dédié dont l'objet était d'évaluer les degrés d'appréciation des espèces animales ou végétales par les interlocuteurs, et qu'on a appelé la boîte à perception, et dont je vais revenir ultérieurement. Alors voilà, donc je pouvais présenter quelques résultats succinctement. Donc concernant la composition floristique des fragments forestiers, on a mesuré les effectifs des arbres de plus de 10 cm de diamètre, leur surface terrière et des indices de diversité floristique. Et on a pu observer une variabilité importante dans certains des sites qu'on peut attribuer en partie à l'activité anthropique, et dans d'autres sites, des caractéristiques plus homogènes sur ces paramètres. Dans un des fragments que je présente juste ici, donc le fragment 8 ici, on a pu identifier 180 espèces, avec des espèces qui ne sont pas encore identifiées, enfin des échantillons non identifiés, des espèces nouvelles, donc parmi les formes biologiques comme les lianes, des petits arbres, et même un arbre qui est assez commun localement.
à comparer aux 118 espèces qui avaient été inventoriées en 2005, mais dans le cadre de diagnoses plus rapides. Donc, si on analyse plus en détail ces fragments forestiers en termes d'abondance et de dominance des espèces basées sur la fréquence et leur surface terrière, on a pu mettre en évidence qu'il y a des milieux où on a des espèces qui témoignent d'une activité anthropique passée, comme donc les palmiers Bismarckia dont j'ai parlé, dans les recrues forestiers, et même des tamariniers. On a pu aussi observer des associations d'espèces comme Operculicaria et Strychnos dans différents écosystèmes, et donc qui pourraient être des signatures de ces milieux particuliers. Et puis, on a pu aussi mettre en évidence, pour ce qui concerne les forêts sur sable, que en fait, les espèces abondantes sont aussi celles qui sont incluses dans le régime alimentaire du Propithèque qu'on avait étudié par ailleurs, et donc qui peut expliquer des très fortes abondances de cette espèce dont je vais reparler tout à l'heure. Les mesures de structure forestière, donc le graphique je vais l'expliquer un peu brièvement, donc basé sur des indices foliaires, de surface foliaire qu'on appelle LAI. Donc vous avez des mesures en ordonnée de cette valeur de l'indice foliaire en fonction d'un transect qui est parcouru avec des valeurs qui sont mesurées tous les mètres et qui permettent dans un milieu de visualiser un peu les variations d'hétérogénéité du milieu. Donc vous avez pour la première partie du transect une voûte qui apparaît assez discontinue par exemple, puis ici un milieu dont la voûte est plus continue et donc qui reste assez homogène, puis des perturbations brutales, et enfin une voûte qui reste homogène mais avec des variations spatiales. Donc ce genre de profil peut être appliqué aux différents milieux qu'on a étudiés. Et donc sans rentrer dans le détail des différents profils, donc ce sont les mêmes données là qu'on a reclassées par ordre d'indices foliaires décroissants au fur et à mesure du transect. Donc vous voyez que selon les habitats, on peut caractériser des profils différents, et ces données-là peuvent donc être corrélées ensuite avec des abondances de primates ou des actions anthropiques. Concernant donc justement la communauté de primates, dont je n'ai pas encore parlé vraiment, donc qui est au nombre de 6 espèces, donc on trouve des espèces de 70 grammes comme le microcèpe jusqu'à des espèces de 3-4 kg comme le Propithèque couronné. Ce sont des espèces donc, qui sont soit diurnes, soit nocturnes, soit les deux. Il y a des espèces qui consomment plutôt des feuillages, des espèces qui consomment plutôt des fruits ou des insectes. Et donc toutes sont arboricoles, mais certaines d'entre elles ont aussi une activité terrestre. Donc vous voyez ici des résultats des comptages d'individus par kilomètre de transect parcouru en fonction des sites forestiers dont j'ai parlé précédemment. Il faut noter que l'échelle ici est en échelle logarithmique parce qu'en fait ça permet de visualiser sur la même figure des densités très différentes de lémurs. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a, disons, deux espèces qui sont assez rares, donc en rouge, le lémur mongose, et puis en jaune, le kérogal, cette espèce, mais dont en fait on a découvert la présence à la station à l'occasion de cette mission, et donc évidemment le statut taxonomique reste à préciser. Il y a des espèces comme le lépilémur qui se maintiennent en pointillés noirs, donc qui se maintiennent autour de 1 individu par kilomètre, avec des habitats qui semblent moins favorables. Des espèces qui sont beaucoup plus abondantes, donc comme le Propithèque en vert et le microcèbe en bleu, mais quand même dont les densités varient dans un rapport de 1 à 5 à peu près entre les habitats. Et puis on a une espèce en orange pointillé, là, le lémur fulvus, donc lui qui montre des très grandes variations de densité selon les habitats, avec éventuellement une absence de certains des sites. Ce qu'il faut peut-être noter dans une première approche, c'est que dans les habitats qui sont très transformés, comme les 3 premiers, on a quand même des densités importantes de primates, et même dans des habitats qui sont moins transformés, mais dans lesquels il y a des coupes de bois donc, modérées, comme l'habitat 8, à comparer par exemple au site 7, les densités de primates ne semblent pas particulièrement perturbées. Alors, on a voulu aller plus loin et produire des chiffres de densité par kilomètre carré ou de biomasse par kilomètre carré, mais bon là,
on se heurte à des difficultés méthodologiques pour évaluer les surfaces échantillonnées sur lesquelles je vais passer parce que c'est un peu long. Disons qu'en gros, cette méthode elle a été validée sur un des fragments pour lesquels on avait compté de manière exhaustive les groupes de primates et où on a eu des densités de population qui sont comparables selon les deux méthodes. Donc si on s'intéresse à la biomasse de lémur, donc des kilogrammes de lémur par kilomètre carré, toujours exprimé en ordonnées, en échelle logarithmique, on voit que dans les habitats qui sont relativement peu transformés, on a des valeurs de biomasse qui atteignent 1000 à 1200 kg par kilomètre carré, qui sont des valeurs particulièrement élevées pour Madagascar, et qui sont assez largement dues donc à la présence de cette espèce, le propithèque, donc qui fait quand même 3-4 kg. Dans des habitats qui sont très transformés, comme ici, on peut atteindre des biomasses qui vont, on atteindrait des biomasses qui vont jusqu'à près de 3000 kg par kilomètre carré, notamment donc des habitats où on trouve des manguiers et qui sont par exemple les abords de la propriété du prince. Je voudrais signaler que ces densités très élevées, ces biomasses très élevées, sont probablement pas un effet de la surpopulation qu'on peut imaginer dans des fragments de taille limitée, puisqu'en fait on a fait des analyses de bilan nutritionnel donc dans des études indépendantes à celle-ci, sur des groupes qui ont été suivis, et en fait il n'y a aucun problème de couverture des besoins métaboliques, alors qu'on s'attendrait à des stress nutritionnels s'il y avait des problèmes de surpopulation. Voilà. Donc c'est probablement pas un artefact de la petite taille des fragments. Donc concernant les résultats des entretiens ethnologiques, donc je vais juste présenter celui-ci qui concerne justement la confrontation des dynamiques sociales par rapport aux règles coutumières, donc qui concerne le Chifac. Donc vous avez ici 3 villages, dont l'un est près du village du Prince, qui est essentiellement composé de populations sakalaves, et dont les croyances sont toujours fondées sur le culte des ancêtres et le mythe des origines lié au Chifac, donc c'est le nom du propithèque couronné localement. Un village qui est constitué en fait de populations migrantes timiettes et de sakalaves qui continuent à respecter les croyances sakalaves en appliquant les interdits relatifs au Chifac, et un village plus éloigné, donc constitué de populations sakalaves et de migrants, mais où là les croyances religieuses ont profondément changé avec la venue d'un pasteur évangéliste, et donc ce qui a eu des répercussions majeures sur la conservation des propithèques, et ce qui a amené aussi des conflits locaux dont on peut penser qu'ils peuvent éventuellement menacer la pérennité de la station. Donc ça indique la complexité des phénomènes en jeu. En dehors donc des entretiens ethnologiques, donc je vous ai dit, on a élaboré un nouvel outil qui visait à analyser l'appréciation des espèces animales et végétales par des interlocuteurs locaux à partir d'échelles d'appréciation qui sont dérivées des échelles d'appréciation en biophysique. Alors, faut dire tout de suite que donc, cet outil qu'on a appelé la boîte à perception, on l'a considéré comme un outil complémentaire aux enquêtes ethnologiques, auxquelles il ne se substitue pas, puisqu'on a besoin de ces enquêtes pour avoir une idée de la subtilité des représentations de la faune et élaborer des taxonomies locales. Mais quand même, l'origine de cet outil, en fait, c'était en réponse à des appels d'offres récents sur la modélisation et les scénarios de la biodiversité, qui impliquaient qu'on ait plus d'interaction entre les sciences biologiques et les sciences humaines d'une part, et en même temps qu'on se base sur des quantifications des phénomènes enregistrés. Donc là, je ne rentre pas dans la question des valeurs d'existence qui sont particulièrement controversées, mais quand même, c'est un outil qui est simple d'usage et dont le principe est donc d'établir une échelle, d'abord dans un premier temps d'établir une échelle de perception à partir de termes qui sont traduits donc là avec nos collègues de l'université de Majinga, pardon. Les interlocuteurs se voient proposer des photos prises pour la plupart in situ des espèces animales, donc il y avait une vingtaine d'espèces et une trentaine d'espèces végétales, et qui doivent positionner
sur une échelle graduée, donc de 0 à 60, mais c'est une échelle qui est arbitraire et qui permet de noter rapidement les résultats. Et le choix des espèces animales et végétales en question a été fait en fonction de la nature ordinaire ou remarquable de ces espèces, selon le point de vue des acteurs, qu'on soit un villageois ou un scientifique. Donc, la chose importante, c'est que le positionnement de ces espèces était toujours accompagné d'un entretien avec l'interlocuteur qui devait donc motiver son choix de positionnement. Alors je rentre pas dans les résultats individuels qui seraient trop longs à expliquer ici, mais ce qui importe, c'est de savoir que finalement cet outil simple s'avère être extrêmement ludique pour les populations qui se l'approprient facilement et qui expriment facilement toute forme de perception autour de ces photos. C'est un outil qu'on peut utiliser pour toute génération, y compris aussi des lettrés ou des gens qui ne savent pas lire, puisqu'en fait, les catégories sémantiques, donc qui vont des espèces qu'on désire le plus ou qu'on apprécie le plus, aux espèces qu'on déteste ou dont on peut souhaiter la disparition. En fait, donc, ces catégories sémantiques sont lues à voix haute, donc ça permet aux gens de positionner leur choix. Donc voilà, pour finir, tous ces résultats sont en cours de traitement en vue d'intégrer justement les données biologiques et ethnologiques en cours. On a prévu d'approfondir cette étude qu'on a considérée exploratoire à travers une mission qui va subvenir en octobre-décembre, financée par l'ATM du muséum, dans lesquels on va approfondir justement notre connaissance de certains des fragments forestiers en y adjoignant des études sur la savane. On va approfondir et affiner en fait les estimations des densités de primates, puisque les biomasses et les densités de primates nécessitent quand même un effort d'échantillonnage important pour produire des chiffres où il n'y a pas trop de variabilité et d'intervalle de confiance. Et puis en matière ethnologique, donc, on va reposer la question des dynamiques anthropiques qu'il faut approfondir. Là, dans ce cas-là, en essayant d'approfondir les relations des villages à 3 fragments forestiers qu'on aura identifiés donc, dans le cadre de cette étude financée par le LABEX. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre le temps d'une ou deux questions pour les 2 orateurs. Le Quirogal, vous l'avez vu juste durant cette expédition-là? Alors on l'a vu. Oui, on l'a vu. Ouais. On l'a découvert, donc évidemment c'est au cours de Transect Nocturne, donc on l'a vu avec des spécialistes qui connaissent très bien ces animaux, mais ça ne fait pas doute qu'il faut le capturer pour être certain de son identité taxonomique. Et donc il est possible, quand on va refaire ces nouveaux inventaires, de voir si on le trouve dans d'autres fragments que celui qu'on a vu. Je remarque quand même qu'on a eu 3 exemples dans lesquels l'intégration société-environnement était croissant, puisqu'évidemment, dans l'exemple de Nouvelle-Guinée, il y a un impact anthropique. Tu nous as bien montré que la biodiversité n'était pas celle que vous attendiez, mais enfin, c'est quand même parce qu'il y a peu d'impact anthropique que vous choisissez de faire les inventaires là. Ensuite, on a une intégration anthropique qui est relativement limitée dans un milieu extrêmement particulier et de ce fait particulièrement important. Et là, on est véritablement au cœur de l'interaction société-biodiversité dans cette approche qui lie des anthropologues avec des naturalistes.